textuel et lexical dans lequel évolue cette activité. Merci encore et chapeau bas, professeur. On le dit chez nous, quand un plat est si majestueusement servi, difficile de le manger avec des couverts en bois et des couverts de métal précieux. Nous en avons aujourd'hui dans la personne des panélistes qui vont animer le panel qui suit l'exposé magistral de professeur Collet. Médias, esprit critique et engagement citoyen, quelle réalité en Côte d'Ivoire. Monsieur Moustapha Sidibé, Madame Dego, épouse Bonnie Rogaciel, Monsieur Abderrahmane Sissé vont donc nous exposer ce panel. Mesdames et messieurs, je voudrais qu'on puisse les accueillir le temps qu'ils s'installent sous vos applaudissements. La modératrice, Madame Zach. Il s'installe donc, oui, monsieur. Je répète, monsieur Moustapha Sidibé, Madame Degro, épouse Bonnie Rogaciel, monsieur Abderrahmane Sissé. La modératrice, elle est là, Madame Marie-Laure Zachary. Je disais au maître de cérémonie que ce n'est pas facile de parler après un maître. Le maître a parlé, qu'est-ce que je peux bien dire? Nous allons juste développer avec la société civile ce que le maître a dit, développer avec les jeunes. Je crois que nous attendons notre troisième panéliste. Les médias jouent un rôle central dans la formation de l'opinion publique. Cela a été largement expliqué depuis ce matin. Ils sont les gardiens de la démocratie, les porteurs d'information et les catalyseurs de débat. Dit ainsi, je fais allusion aux médias comme lieu de diffusion de l'information traitée par les professionnels de l'information que sont les journalistes. Je parle des médias comme canaux de diffusion de l'information. Le journal papier, la radio, la télévision, la presse en ligne. Mais en même temps, avec l'évolution des médias, l'essor des réseaux sociaux a transformé les moyens d'information et de communication dans leur forme et contenu. On parle alors de médias comme médium, canal de diffusion de contenu produit par tout le monde, les non-professionnels aussi. À l'heure donc du numérique, le consommateur autrefois passif a fait place au consommateur actif et producteur de contenu. Nous sommes donc dans une situation où la question est de savoir, dans ce monde mutant, comment le lecteur, l'auditeur, le téléspectateur, l'internaute sait que ce qui est diffusé est frappé du sceau professionnel garanti par le respect des règles d'éthique et de déontologie. Comment le citoyen fait la part des choses entre une information crédible, fiable, sourcée et vérifiée et une fake news? Comment savoir que la source qui a diffusé l'information est crédible et fiable?
Ce sont donc à toutes ces questions et à d'autres, bien évidemment, que nous convie ce panel organisé par l'ANP. Mesdames et messieurs, bonjour. Et c'est avec un grand honneur que je vais conduire aujourd'hui ce panel crucial qui réunit des voix diverses et engagées. Merci, Monsieur le Président de l'ANP, qui m'associe à cette semaine nationale. Ce panel va nous permettre de questionner le développement de l'esprit critique dont fait preuve, ou doit faire preuve, le citoyen pour faire le tri dans tout ce flux informationnel dans lequel nous baignons aujourd'hui. Et donc, pour amener à explorer les réalités complexes qui entourent les médias, l'esprit critique et l'engagement citoyen en Côte d'Ivoire, nous avons des panélistes. Madame Degrou, épouse Boni Rogassienne, juriste consultante, vice-présidente adjointe de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Elle est chargée de communication au sein de cette association. Bonjour madame. Monsieur Sidibé Moustapha, du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Il est enseignant-chercheur en droit à l'INPHB, sous-directeur des affaires juridiques et des relations extérieures à l'INPHB. Il est juriste, conseil senior en fiscalité et droit des affaires. Bonjour, monsieur. Et enfin, monsieur Sissi Abdraman, de la Convention de la société civile. Il est ingénieur en communication, consultant formateur et expert en communication pour le développement social. Il a exercé le métier de communicateur dans les agences de communication au Burkina Faso et au Ghana, en Côte d'Ivoire également. Il a exercé dans des organes de presse écrite et audiovisuelle. C'est donc un confrère. Bonjour, monsieur. Le temps de vous rejoindre pour continuer ces échanges, madame, messieurs. Dites-nous tout de suite, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on parle? C'est vrai que le professeur Koné a développé suffisamment, mais en tenant compte de votre posture chacune, dites-nous ce qui vous vient à l'esprit quand on parle de médias, esprit critique et engagement citoyen. On va commencer par, comme je suis une femme modératrice, je vais commencer donc par vous, madame. Est-ce qu'elle a le micro? Merci, madame la modératrice. Je voudrais m'associer à toute la présence qui a été dite ce matin et saluer avec déférence madame et monsieur les ministres, toutes les éminentes personnalités qui sont présentes dans cette salle. La modératrice l'a dit à l'entame de son propos. En fait, nous avons partagé le même point de vue tout à l'heure après avoir écouté le professeur qui a si magistralement exposé sur cette thématique. Et j'avoue que j'étais très heureuse de prendre des notes parce que nous avons beaucoup appris. Et je pense qu'effectivement, le professeur a vraiment donné, on va dire, tout ce qu'il fallait donner sur cette question. Donc, nous sommes là. Ce matin, c'est un honneur vraiment pour moi, un insigne honneur de prendre part à cette importante activité qui concerne la relation entre les médias et les populations, comment avoir un esprit critique face aux médias. Oui, vous êtes de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Et donc, vous, femmes, donc femmes de droit, comment vous faites pour mettre en doute ou alors mettre en capacité votre esprit critique? Oui, j'en ai arrivé. En fait, j'ai fait quand même l'économie sur la question. Alors, le petit résumé que j'ai pu faire pour faire ressortir quelques points, voilà, concernant par exemple la notion. Je ne vais certainement pas me dire le professeur, mais ce sont quelques questions, peut-être quelques petits additifs que je vais pouvoir faire ressortir avant d'en arriver sur la question à proprement parler. Donc, d'accord, on revient à vous tout à l'heure. Alors, comment vous, si, en tant que jeune,
C'est vous, vous êtes jeune, et les jeunes, à juste titre ou non, on le dit souvent, vous êtes sous influence des influenceurs, comme ça on a parlé tout à l'heure, et des influenceuses. Alors, de manière récurrente, on le dit. Mais vous êtes le représentant du Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que l'esprit critique pour un jeune? Et comment cela se manifeste? Merci pour votre question. Vous me permettrez, avant de répondre à votre question, de remercier l'ANP pour l'honneur qu'il fait au CNJ en nous conviant à ce panel et profiter rapidement de présenter ce que c'est que le CNJCI, parce que je pense que très souvent nous sommes pris pour une association. Le CNJCI, comme son nom l'indique, c'est le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Il existe en Côte d'Ivoire depuis 2017. Si on se réfère à l'arrêté qui met en place le CNJ, c'est un organe consultatif mis auprès du ministère de la Jeunesse. En gros, c'est un organe qui regroupe toutes les organisations de jeunesse, qu'elles soient politiques, apolitiques, rurales, urbaines, en somme, toutes les organisations de jeunesse. Donc, nous servons de courroie entre le gouvernement et la jeunesse. Il faut dire que le CNJCI est une recommandation de l'Union africaine. Il existe dans presque tous les pays africains et à l'échelle continentale, on se retrouve au niveau
qui ont également intérêt à suivre ces informations et une discussion peut s'en suivre pour qu'on puisse peut-être ensemble se donner des orientations. Je pense qu'à un moment donné, c'est avec l'avènement d'Internet qu'on est passé du stade de consommateur simple au stade de consommateur qui peut également devenir producteur d'informations. Alors, en tant que juriste, vous êtes femme juriste, vous avez parlé de l'usage des réseaux sociaux. Est-ce que cet usage est bien encadré par les cadres légaux? Absolument. Et je reviens encore au professeur qui a également fait ressortir le contexte juridique. Effectivement, il y a un cadre légal en Côte d'Ivoire qui réglemente le domaine de la presse aujourd'hui. Et on a des lois telles que la loi de 2017 sur la presse écrite. Il y a aussi la loi relative à la cybercriminalité qui concerne toutes les publications au niveau des réseaux sociaux et autres. Donc tout ça, ce sont des garde-fous, des balises qui ont été mises en place par le législateur pour éviter justement que les citoyens lambda ne puissent commettre des dérives. Puisque en publiant les informations, on peut porter atteinte à une personne, comme l'a dit le professeur. Donc, il est important quand même de faire en sorte que les droits des personnes soient respectés. Quand vous prenez par exemple des propos diffamatoires, qui sont des propos qui ne sont pas toujours vérifiés, mais qui sont publiés très souvent dans un esprit de nuit à la personne. Et ça peut être vraiment très grave pour une personne qui pourrait également exercer ses moyens de recours pour que justice lui soit rendue et qu'elle puisse également obtenir des indemnités, des dommages et intérêts notamment au niveau de la justice. On a parlé de foisonnement d'informations. Quelle attitude un citoyen en tant que jeune vous devez avoir face à cette multiplicité d'informations? Comme j'avais commencé à le dire, c'est que ce que nous attendons, ce que les jeunes nous leur demandons de faire, c'est de toujours vérifier la source des informations. Et ce que nous faisons au niveau du Conseil national des jeunes, c'est souvent des activités de formation, des campagnes de sensibilisation également, ou d'autres activités qui visent souvent à déconstruire ce qui a été construit peut-être par la diffusion de certaines informations. Donc, nous demandons toujours aux jeunes de vérifier l'information, même si nous constatons que dans les faits, ce n'est pas toujours la réalité. Donc, nous initions des campagnes, comme je l'ai dit. Récemment, à l'occasion des élections locales que nous avons connues, nous avons entrepris une campagne qui visait à former nos jeunes dans plus de 70 départements, puisque c'est ce que nos moyens nous permettaient. Donc, nous avons pris la cartographie. Nous avons vu les zones dans lesquelles nous avons connu peut-être des foyers de tension en période électorale. Donc, nous avons initié des formations pour montrer aux jeunes les informations en période électorale, l'attitude que ces jeunes doivent avoir avant, pendant et après les élections. Également en période sanitaire, je pense que vous vous rappelez de l'épisode du président des jeunes de Yopougon qui nous avait conduit à l'incendie de la zone de Covid qui avait été mise à Yopougon. Nous avons également entrepris une campagne à ce niveau avec le ministère. Donc toutes nos actions visent à interpeller nos jeunes, à leur demander de faire appel à leur esprit critique. Mais malheureusement, nous faisons face à beaucoup de jeunes qui souvent veulent le sensationnel. Tout le monde veut tout de suite donner la première information. Donc, on ne cherche même pas à vérifier si l'information qu'on a est de source crédible ou pas. Donc, tout à l'heure, je le disais souvent, dès le moment où l'information vient d'une personne, et peut-être se présente comme notre président de l'association de quartier, donc tout de suite, c'est une information fiable. Souvent, quand ça vient d'un influenceur, nous sommes aussi curieux de savoir le nombre d'influenceurs en Côte d'Ivoire parce qu'on en a tellement. Tout le monde aujourd'hui se présente comme influenceur. Donc, dès le moment où ces informations viennent, on les publie tout de suite. Donc, nous demandons à nos jeunes de faire appel à l'esprit critique. C'est ce que nous essayons de faire au niveau du Conseil national et nous entreprenons des actions et des formations dans ce sens. Comme je le disais moi-même pas plus tard qu'hier, j'ai pris part à une formation qui visait à détecter les différents éléments du populisme. Que nous, comme je l'ai dit, nous constatons aujourd'hui une montée du populisme. Donc, bientôt, nous aurons, je pense que nous avons déjà cette menace à notre niveau.
et ce sont les jeunes que nous devons former dans ce sens. Comment vous procédez au niveau de la convention de la société civile? Au niveau de la convention de la société civile, voilà comment nous procédons. D'abord, on part d'un principe simple. La communication elle-même a le pouvoir de confirmer un être dans son identité. Vous voyez, si cette approche n'est pas faite, il y a un déséquilibre qui s'installe. Oui, dans les interventions qui ont été faites, j'ai noté des points importants, par exemple, l'humilité qui vous caractérise. Cela a été dit. Et plus loin, que l'homme dont la discrétion n'a d'égal que d'humilité. Vous voyez, ça instaure cette crédibilité-là au niveau de la communication. C'est ce que la communication fait. La communication a ce pouvoir, ce n'est pas forcément lié au pouvoir exécutif, etc. Non, c'est dans un contexte. Chacun d'entre eux ici a ce pouvoir, effectivement. Vous voyez, ce que je dis, si vous dites c'est vrai, ça confirme mon identité. Si vous dites c'est faux, ça me déséquilibre. Et donc, les messages que nous recevons, les informations que nous recevons, c'est une quantité d'informations importantes qui peuvent nous déséquilibrer complètement. Donc, ils ne vont pas confirmer notre identité. Ça va créer une sorte d'état de névrose. Donc, une maladie. Donc, il y a les maladies de la communication, de l'information. Vous voyez, on sera complètement déséquilibré, désorienté. Et nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous avons cette approche de la chose. Mais, si vous voulez, une approche clinique pour parler comme les agents de la santé. La communication peut rendre malade. Est-ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas malades là où nous sommes assis par rapport aux quantités d'informations que nous recevons? Pour rappeler un peu ce que disait Antonin Artaud dans le diable de son double. Il dit qu'il y a des êtres, quand ils marchent, on pense qu'ils sont bien portants. Mais c'est une sorte de névrose. Effectivement, c'est juste par rapport à la quantité d'informations que nous recevons. Et quand on regarde cela, il y a toute une inquiétude. Voilà pourquoi donc, il faut mettre en avant l'esprit critique. Au niveau de la société civile? Oui, absolument, absolument. Quelle est votre attitude? Vous avez parlé de votre attitude face à cette floraison d'informations. Votre attitude au niveau de la société civile. Oui, quelles sont les actions que vous menez? Oui, les actions que nous menons je ne sais pas si vous mettez la charrue avant les bœufs. Moi, je pense que c'était vers la fin que vous allez dire ce que nous avons fait. Donc, je peux d'abord dire, en fait... Est-ce que vous êtes en face d'une information? Comment vous savez que cette information est fausse ou elle est vraie? C'est vrai, il y a une floraison d'informations. Mais au niveau de la convention de la société civile, comment vous y prenez pour savoir que cette information est vraie ou elle est fausse? Bon, dans un premier temps, j'ai beaucoup apprécié ce que le professeur Hugues Collet a mentionné. Quand on a une information, il faut vérifier sa source. Au niveau de la société civile, oui. Comment vous procédez? C'est vrai qu'il faut... Oui, c'est de la même manière que nous procédons, effectivement. Comment? Oui, quand on reçoit l'information, on doit d'abord identifier la source de l'information. Et c'est une source fiable ou pas. Ça, c'est la première approche. Et puis ensuite, on essaie, à travers nos réseaux, d'être situé par rapport même à l'information elle-même. Exactement. D'accord. Madame la juriste, au niveau des femmes juristes, comment vous procédez? Merci de me permettre ici de partager l'expérience des femmes juristes de Côte d'Ivoire dans le contexte de l'information, de la vérification de l'information. En effet, vous savez, nous sommes une organisation à caractère scientifique parce que nous sommes des juristes et du coup, notre domaine ne nous permet pas de nous lancer dans des informations sans avoir vérifié. On dit qu'en droit, les faits sont sacrés et nous avons toujours cela à l'esprit. Quand une situation se présente, nous faisons fort d'aller jusqu'à la source de l'information, en tout cas en tant que faire se peut, pour que nous puissions avoir la vraie version. Je peux donner un exemple. Je pense qu'il y a, je ne sais plus si c'est un an, mais il y a quelque temps, une dame, on avait une information qu'une femme âgée avait été victime de viol dans le nord du pays. Et là, je me souviens qu'on avait constitué une délégation qui était présidée par notre présidente pour aller rencontrer la famille de cette dame-là. Et sur place, on a pu obtenir la vraie information. Parce que sur les réseaux sociaux, on voyait tout type d'informations relativement à cette histoire. Et ça nous a permis de comprendre la réelle information et nous avons eu la possibilité même d'assister cette dame-là en justice. Vous voyez, récemment,
Je crois qu'il y a quelques jours, on a eu une affaire qui a également défrayé la chronique concernant le gendarme ou le militaire qui aurait abattu sa femme qui s'est suicidée. Alors, il y a tellement de versions. Comment savoir si on est en face de la vraie information? Du coup, nous sommes très prudents en fait. Parce que étant donné que nous sommes des femmes juristes, nous sommes continuellement consultés sur des questions de droit qui concernent l'actualité. Par exemple, quand il y a eu la proposition de loi sur la polygamie, beaucoup de personnes ont voulu que nous fassions une déclaration, que nous donnions notre position. Donc, sur tous les plateaux où nous passions, dans toutes les invitations, cette question-là a révélé. Mais nous sommes gardés de donner une position. Vous savez pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'on n'avait pas vu cette proposition de loi. Et même jusqu'à aujourd'hui, on ne sait même pas si finalement il y a eu une proposition de loi. On se rend compte qu'en fait, c'était peut-être un projet qui avait été mûri par un député et lui-même qui en a parlé, ça a un peu fait du bruit un peu partout, mais jusqu'à aujourd'hui, moi, en tout cas, à ma connaissance, on n'a pas vu cette proposition de loi. Du coup, c'est difficile pour nous, en tant que des juristes, de donner notre position dans ces conditions. Et c'est ce que nous faisons, c'est cette démarche-là vraiment que nous adoptons. Et en tout cas, ça marche bien parce que nous n'avons pas encore eu de problème par rapport à ça. Parce qu'en fait, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que quand vous publiez une information, vous devenez solidaire. C'est un peu ça. Vous ne pouvez pas être forcément celui qui a produit l'information, mais dès lors que vous publiez cette information sur vos réseaux sociaux, que cette information s'avère être peut-être une infraction par la suite, parce qu'il y a des tests, ça a déjà été dit ici, notamment la loi sur la cybercriminalité qui ne fait pas de cadeaux, et on voit sur les publicités, les publications au niveau de Facebook, où chaque fois les gens font des rappels par rapport à la PLCC, effectivement la PLCC est là et elle veille. Du coup, franchement, nous ne nous sentons pas du tout à l'aise pour publier de telles informations, et ça marche, et c'est ce que nous invitons les autres à faire en fait, en ce qui concerne les organisations de la société civile, de pouvoir aller à l'information, donner la vraie information, et pour sortir des problèmes de droit. Parce que nous, en tant que des juristes, on confronte les faits et les textes de loi, nous sortons des problèmes de droit et nous donnons des solutions qui conviennent parce que nous faisons des consultations juridiques. Voilà un peu comment nous procédons au niveau de l'association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Au-delà de ça, nous faisons aussi la formation de nos membres. Parce qu'en fait, nos actions, elles visent d'abord nous-mêmes, à notre sein, nos membres, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on partage vraiment ce postulat-là avec nos membres, que nous ayons la même idée et que nous soyons unanimes sur la question. Actuellement, je suis à une activité sur une question donnée. Quand on me pose la question, la réponse que je vais donner sera la même qui va être donnée par une collègue qui est peut-être sur un autre plateau. Donc, nous véhiculons vraiment l'information à notre sein et également avec nos auditeurs ou nos cibles concernant les personnes extérieures. Nous leur donnons aussi, parce qu'on ne dit pas faites ce que je fais, mais faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Nous donnons déjà l'exemple et nous invitons les autres à faire comme nous. Alors, monsieur le représentant des jeunes, elle a dit tout à l'heure, lorsque vous diffusez une information, vous êtes complice de cette information. On sait qu'autant l'information contribue au renforcement, par exemple, de la cohésion sociale, autant la mauvaise information contribue à la déstabilisation de la cohésion sociale. Comment vous positionnez-vous justement en tant que jeune pour être des acteurs de cette cohésion sociale? Merci encore. Je le disais, nous, au niveau du Conseil national des jeunes, c'est que nous nous associons à toutes les initiatives justement qui visent à soit former ou sensibiliser ou même faire de nos jeunes des acteurs de cohésion sociale. Et c'est pourquoi nous avons signé une convention avec le ministère de la Solidarité pour mettre en place ce qu'on appelait l'Observatoire. Donc nous travaillons, ce sont nos jeunes qui sont ces relais de l'Observatoire, qui relaient tout ce qui est information, bien évidemment des informations finales, puisque nous avons pris des jeunes qui ont été formés par l'Observatoire pour relayer toutes les informations qui peuvent bien évidemment avoir un impact sur la cohésion sociale. Et dans ce sens, bientôt nous aurons une activité au nord du pays qui vise justement à déconstruire cette idée aujourd'hui que nos peuples, notamment la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina, ont des problèmes. Donc cette activité qui va se faire au nord, notamment à Ouangolo-Dougou, va permettre aux jeunes du Burkina, du Mali et de la Côte d'Ivoire de venir et de voir la réalité de ce qui est fait en Côte d'Ivoire pour nous faire et de comprendre qu'en réalité, la Côte d'Ivoire n'a pas de problème avec ses voisins,
et que les jeunes aussi de Côte d'Ivoire ne peuvent pas avoir de problème. Donc nous sommes des acteurs et nous sommes ouverts en tout cas à toutes les initiatives et nous nous montrons vraiment très disponibles, c'est pourquoi nous avons répondu à cette appel, qui vise en tout cas à renforcer la cohésion. Nous savons que les jeunes très souvent sont les plus grands acteurs de tout ce qui est violence, mais également aussi les victimes. C'est vrai, les chiffres démontrent que nous nous engageons très peu dans tout ce qui est association ou organisation, mais quand il s'agit de violence, c'est nous les jeunes qui sont mis en avant et c'est nous les victimes. Donc nous essayons de sensibiliser nos jeunes dans ce sens et de leur demander d'avoir un engagement citoyen de qualité, de sorte qu'ils puissent bien évidemment peser dans tout ce qui peut permettre ou renforcer la cohésion sociale. Monsieur de la société civile, comment vous procédez-vous pour contribuer justement à cette cohésion sociale-là? Au niveau de la cohésion sociale, nous avons... En parlant de l'information. En parlant de l'information, effectivement, c'est juste, nous avons un grand projet qui est devenu maintenant très effectif en termes de mise en œuvre qu'on appelle les journées de consensus national. Et nous sommes maintenant à la 3e édition et à cette occasion, effectivement, nous essayons de communiquer à partir des informations que nous recevons, de faire en sorte de consolider les liens entre les Ivoiriens, d'évoluer vers ce qu'on appelle l'unité de conscience. C'est très important. C'est un grand projet donc aussi qui est appuyé par des partenaires internationaux, notamment l'Union européenne. On a fait la 3e édition, si je peux moi, il y a 2 ans. Vous voyez, à cette occasion, je pense qu'il y a toutes les forces vives de la nation. Et ça au palais de la culture, on fait cette activité la plupart du temps. Alors, le professeur parlait tout à l'heure de désinformation. Il y a ce geste banal, simple que nous faisons, ce clic que nous faisons en transférant une information. Là, je m'adresse à vous, madame. En transférant une information, quelle disposition l'on prend avant de transférer cette information? Comment ne pas savoir que l'information qu'on transfère, elle est vérifiée, une information juste, on la transfère, et puis on la transfère. Comment s'assurer, comment assumer cette responsabilité dans le transfert de l'information? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je l'ai déjà dit, dès lors qu'une information s'avère être fausse, il peut y avoir des implications juridiques. Et à partir du moment où vous l'avez publié, vous devenez, à tout le monde, vous pouvez être peut-être considéré comme un complice si c'est une infraction. Vous voyez, l'enjeu est énorme. C'est pour ça qu'il ne faut pas, à notre niveau. À notre niveau. Oui, justement, mais ce que je suis en train de dire, c'est également à mon niveau. C'est au niveau de tout le monde, en fait. Parce qu'à tout moment, nous pouvons avoir des informations, des flux d'informations qui viennent sur nos réseaux sociaux et même sur d'autres plateformes. Mais ce que je peux dire concernant la question, c'est de ne pas publier parce qu'il faut publier. Il faut être prudent, en fait. Et je l'ai déjà dit. Une information qui est publiée, vous ne connaissez même pas. Quelquefois, on ne connaît pas l'auteur de l'information parce que les gens, ils agissent sur les réseaux sociaux, pas avec leur vraie identité quelquefois, avec les avatars, comme on les appelle, anti-griffe. Donc, vous ne connaissez même pas d'où vient la personne. La personne peut ne même pas être en Côte d'Ivoire. Après, on a qu'il y a des vidéos que les gens font véhiculer, quelquefois sur les réseaux sociaux, en disant que c'est en Côte d'Ivoire, mais après vérification, on se rend compte que c'est très loin de la Côte d'Ivoire, c'est dans un autre pays. Vous voyez que, donc, pour pouvoir éviter tout ça, il ne faut pas partager. Moi, c'est ce que je fais, c'est ce que je donne comme conseil. Et je pense que c'est cette attitude-là que nous adoptons au sein de notre organisation. Parce que nous pensons que quand même, nous sommes des personnes assez avisées pour pouvoir prendre le risque de partager de telles informations. Et si après, il y a un problème, eh bien, ça ne serait pas une bonne image pour nous. Donc, je répète, ne pas partager tout de suite quand on a l'information. Aujourd'hui, il y a quand même des moyens de vérification. Donc, d'abord, aller à la source. Si c'est une personne que vous connaissez, vous pouvez l'appeler sur son numéro de téléphone pour lui dire, mais écoutez, l'information que je viens de voir, de quoi s'agit-il concrètement? Vous pouvez même aller à la source de l'information, comme nous le faisons souvent. Mesdames et messieurs, c'était juste pour planter le décor et je crois que le micro est dans la salle pour toute personne qui voudrait poser une question. Le modérateur
Monsieur le maître de cérémonie, voilà. Voilà. Le micro est dans la salle pour toute personne qui souhaiterait poser une question. Madame a une question? Vous avez une question, madame? Oui, il y a une question ici. Merci beaucoup, madame, messieurs. Je vous entends, je suis contente, parce que je me dis, vous avez vraiment tous des réflexes de journaliste. Alors, est-ce que vous avez eu un jour envie de devenir journaliste? Sinon, pourquoi? Si oui, pourquoi? Bon, il y a un qui est déjà une top là-bas, c'est journaliste. C'est donc je parle déjà. En fait, l'idée, c'est moi, c'est qu'on vous écoute. Oui. Vérifier les sources, aller consolider les sources, de crédibilisation des sources. C'est des réflexes de journaliste professionnel. Là, je vous dis, ça me rassure, le métier a besoin de vous. Est-ce que vous avez envie de devenir journaliste? Oui ou non? Ça ne vous voilà. Si vous dites non, vous avez Oui, oui. quoi? J'ai pratiqué le métier effectivement en tant que journaliste avec M. Amos Benao, Antoine Kiki Nazer, on était assez nombreux. Donc, j'ai fait le journalisme même de manière concrète au niveau du service culture en faisant des reportages. Et après, des essais à Radio Côte d'Ivoire, je suis devenu aussi animateur radio. Et bon, j'ai plus aimé la communication pour les organisations. Et donc, je me suis spécialisé pour obtenir un diplôme d'ingénieur. Être spécialisé concrètement au niveau de ce que je fais actuellement en communication. Donc, voilà. Mais je pense que cela a été un apport très important lorsque on a réalisé une étude sur le comportement, 2 études sur le comportement des médias en Côte d'Ivoire. Donc, ces études ont été financées par l'Union européenne sur 2 ans, 4 ans. Et vraiment, c'était bien. Donc, les collègues, vous savez comment les orienter, c'était normal. C'était normal. Et au niveau de la source d'information, on avait récupéré toutes les données à l'époque, on disait CNP, je crois, AFP, CNP, la ACA. On a pris, c'est-à-dire les temps d'antenne des partis politiques, on essaie de voir. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, une fois, on était à l'IFTC, je disais, excusez-moi si je prends l'expression, et que si on tient compte de la réalité, il n'y avait même pas de journal en Côte d'Ivoire en termes de support, mais c'était des supports de propagande politique, en fait, pour les partis politiques. Et ceux qui écrivaient étaient des propagandistes. Bon, en fait, je l'avais dit, et c'est vous-même, madame, je me souviens qu'il y avait, non, si vous êtes allé trop fort. C'était à l'ISTC. Bon, donc, en fait, c'est dans ce contexte, donc ça a permis donc de mieux orienter les études, et les études sont là. Donc, on peut même télécharger, c'est disponible. Encore une fois, merci beaucoup, madame. Merci. Madame la modératrice, si vous permettez, je vais signaler aux uns aux autres de se présenter. Avant de poser la question, je signale que madame la conseillère technique, Agnès Crédit, venait d'intervenir. Nos échanges seront retranscrits sous la forme de documents éventuellement. Donc, on souhaiterait identifier les personnes qui interviennent. Merci encore. Madame, son Excellence Agnès Crédit venait d'intervenir. Merci beaucoup. Allez-y, madame. D'accord. Alors, madame Agnès Crédit, moi, je vous dis merci pour cette question, pour cette observation, parce que si vous avez demandé peut-être notre vision ou notre démarche ou notre ambition de devenir journaliste, c'est peut-être parce que vous avez aimé, parce que je sais que vous êtes une figure de proue en matière de journalisme en Côte d'Ivoire, et je suis honorée de pouvoir avoir cet échange-là avec vous. Mais moi, je ne dirais pas comme mon prédécesseur que je veux être journaliste, parce que comme je l'ai déjà dit, je suis juriste. Mais ce qu'on peut noter, c'est que nous sommes, on va dire que, si je me permets de le dire, nous sommes quand même dans la grande famille, parce que le droit, il est tout aussi transversal que la communication. Et c'est des domaines qui ne sont pas très éloignés. Et moi-même, personnellement, je m'y essaie un peu, pas en tant que journaliste, je n'ai pas cette prétention, mais je fais quand même un peu de communication, vu que, comme il a été annoncé, je suis chargée de communication, en tant que juriste, mais chargée de communication dans mon organisation. Et j'aime beaucoup le métier des journalistes. Merci. Pratiquer, en fait. Voilà. Donc, vous avez tous les réflexes d'un journaliste, donc vous mettez à profit votre organisation. C'est cela. Je comprends toutes vos réponses.
Oui, allez-y. Donc moi, je dirais pour ma part que c'est vrai, vous avez constaté peut-être cette rigueur journalistique, mais c'est peut-être parce que la rigueur journalistique aussi existe aussi en droit. Comme elle a dit, moi je suis également juriste, donc il y a cette rigueur juridique qui veut qu'à chaque fois, on vérifie la source, bien évidemment, avant de produire. Bon, peut-être nous faisons aussi un travail, je ne vais pas d'aller, puisque nous produisons des articles qui paraissent dans des revues, et à ce niveau, il n'y a pas plus grand moyen de se diffuser que de publier quelque chose qui n'a pas de source. Et comme j'ai dit, je fais toujours la distinction entre nous, CNJCI, qui est le bureau exécutif, et les jeunes. Donc, nous demandons aux jeunes de toujours vérifier la source avant de publier, et la grosse difficulté, c'est que la réalité elle est très différente. Mais sinon, effectivement, nous essayons de nous aligner sur tout ce qui est la rigueur journalistique. Merci. Merci Agnès Crédit pour cette remarque. Monsieur le modérateur, Madame la ministre secouait tout à l'heure la tête. C'est tellement qu'elle a... D'accord, allez-y. Bonjour Madame la modératrice et merci à tous les participants à ce panel pour cette belle présentation. J'ai beaucoup appris. Je suis Lala Oko, en charge du programme communication au Bureau UNESCO Abidjan. J'aimerais demander à nos participants à ce panel, en prélude aux élections qui auront lieu en 2025, qu'est-ce qu'il fait au niveau de vos différentes organisations pour ne pas qu'il y ait justement des problèmes en termes de cohésion sociale, parce qu'on sait qu'à cette période, il y a effectivement beaucoup de fausses nouvelles qui sont propagées. Et qu'est-ce que vous faites pour prévenir le fait que voilà, ces fausses nouvelles soient propagées et qu'on ait des élections apaisées en Côte d'Ivoire? Allez-y, on peut commencer par... D'accord, merci. J'ai un confrère. Je dirais, par exemple, qu'au niveau de la Convention de la société civile ivoirienne, nous disposons d'une mission d'observation électorale bien outillée, qui a été formée par les Sud-Africains. Electoral Institute of South Africa, c'est l'Institut électoral de l'Afrique du Sud, qui nous a appuyés depuis 2010. Et la convention est la seule structure qui fait donc ce qu'on appelle élection long terme. Quand on dit élection long terme, c'est tout le processus. L'enrôlement, etc., la liste. On n'attend pas seulement que le jour du vote. Ce n'est pas ça. C'est tout un processus. Et donc, on maîtrise toutes les étapes. Dans ce contexte spécifique, ce que nous faisons, en prélude, comme elle a dit, c'est son terme, c'est le terme qu'elle a employé, en prélude aux prochaines élections. Pour d'autres, même, ce n'est même plus aussi éloigné que cela, c'est 2025. Donc, les dispositions que nous prenons, nous formons d'abord nos organisations membres, parce qu'il y a au moins 192 organisations, nous les formons sur tout le processus, au niveau des élections, la sensibilisation, et je pense que le frère l'a bien mentionné, c'est-à-dire avant, pendant et après. Donc, on les sensibilise, et ce n'est pas fini, les journalistes également sont associés, les radios de proximité, et effectivement, les médias publics sont associés à cette dynamique. Nous les sensibilisons, le langage qu'il faut tenir, les discours, etc. De telle sorte que, effectivement, les élections puissent se dérouler comme le peuple même souhaiterait. Donc, pour 2025 déjà, notre mission d'observation sera en branle dans quelques semaines, de telle sorte qu'on fera ce travail en amont. D'autres ont déjà commencé plus ou moins à rencontrer quelques acteurs, mais il y a une autre approche stratégique que nous adoptons, et donc nous travaillons dans ce sens-là. Au niveau des femmes juristes, qu'est-ce que vous faites? Oui, c'est toujours la même. Les femmes juristes de Côte d'Ivoire, c'est toujours la même démarche. On a le même message, en fait, mais que nous renforçons quand nous sommes en période électorale. Parce qu'on sait que là, les tensions sont un peu plus vives et nous agissons en amont. Comme l'a dit la dame, effectivement, nous agissons en amont en définissant des
messages que nous publions aussi bien sur nos plateformes de réseaux sociaux, mais également lors de nos rencontres de sensibilisation, de focus group, etc. C'est le même message que nous publions au sein de nos populations qui consiste à ne pas s'en tenir, comme je le dis, je répète, forcément à tout ce qui est publié sur les réseaux sociaux sans faire de vérification bien avant. Et avec nos partenaires au développement, ça fait quand même plusieurs années que nous intervenons chaque fois qu'il y a une élection avec nos messages de sensibilisation, aussi bien au niveau d'Abidjan qu'à l'intérieur du pays, parce que notons que l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire est également représentée dans plusieurs localités, parce que nous avons 12 cliniques juridiques à l'intérieur du pays, et toutes ces cliniques juridiques travaillent également en collaboration avec la clinique centrale qui se trouve au niveau d'Abidjan. Du coup, le message est donc distillé sur la quasi-totalité du territoire national. La jeunesse est la frange de la population qui est beaucoup sollicitée pendant ces élections. Comment vous préparez cette élection qui arrive justement face à ces informations qui vont changer? C'est sûr. Tout à fait. Ce que je dirais, c'est que c'est vrai qu'il existe, le professeur l'a noté, la représentante des femmes juristes également l'a noté, il existe l'arsenal juridique, bien évidemment, qui permet de réprimer tout ce qui est fausse information. Mais ce que nous essayons au niveau du Conseil national des jeunes, c'est d'anticiper justement, puisque nous savons que les conséquences, la répression peut arriver, alors que les conséquences ont déjà été bien plus désastreuses. Puisque, je crois, la sous-énorme, on estime souvent à 6 secondes le temps mis pour qu'une information diffusée aujourd'hui sur les médias sociaux puisse faire le tour du monde. Donc, dans nos zones, ces informations vont très vite. Et je disais aussi qu'on estime à 13% le nombre de jeunes qui sont engagés réellement dans des partis politiques. Ce qui contraste avec notre activisme lors des élections, parce que c'est nous les plus actifs. Donc on n'est pas engagé dans les partis, mais c'est nous les plus actifs, peut-être parce qu'on place les chaises et les vaches, mais c'est nous qui sommes les plus actifs. Donc ce que nous avons fait lors des élections locales dans 70 départements avec le PNUD, c'est ce que nous voulons faire à échelle plus importante dans tous les départements. Parce que le Conseil national des jeunes en Côte d'Ivoire, contrairement aux autres pays, est à l'échelle départementale. Donc nous voulons le faire dans tous les départements, encore avec le PNUD, mais cette fois-ci également avec la CEI. Parce que pour les élections locales, nous avons démarché la CEI dans certaines zones, mais nous voulons le faire aujourd'hui à l'échelle nationale avec la CEI. C'est-à-dire former les jeunes sur l'attitude à avoir avant les élections, pour tout ce qui est inscription sur les listes électorales, contestation des noms sur les listes électorales, pendant les élections, l'attitude à avoir sur les informations qui arrivent, et après, ce qui est contentieux électoral, ne pas suivre les mots d'ordre qui ne viennent pas, par exemple, des partis politiques, ou uniquement les informations de la CEI. Donc nous allons intensifier cette information à l'endroit de nos jeunes pour qu'ils soient suffisamment sensibilisés parce que bien évidemment, en période électorale, le pic de fausses informations est très élevé et nous savons que les jeunes sont les plus touchés. Oui, je tenais à ce que Madame la ministre parle. Le micro, s'il vous plaît. Oui. C'est bon, voilà. C'est pas toujours que nous l'avons. Moi, je voudrais féliciter l'ANP parce que c'est un thème qui est tellement d'actualité, mais si difficile. Parce que nous sommes noyés dans l'immédiateté des informations, parce que c'est ça la valeur maintenant de l'information. C'est celle qui ira la plus vite, celle qui sera connue par le plus grand monde. Vous avez dit tout à l'heure que peut-être faut-il 6 secondes pour que ça puisse se faire le tour du monde, mais en même temps, nous sommes confrontés à des populations, je crois que monsieur le professeur l'a dit, il y a un fort analphabétisme, il y a également, parce que c'était à notre génération, nous avions exactement le même problème, c'est-à-dire que tout ce qui était présenté par un journaliste, par un média, était pris au premier degré. Et ça continue, par l'image, par les réseaux sociaux, on absorbe, et c'est là où les influenceurs et les influenceuses sont dramatiques par rapport
dire, au mal sournois qu'il peut introduire dans l'esprit de nos jeunes. Et c'est pour ça que vraiment je vous félicite. C'est un long travail, mais il faut qu'on prenne, que toute la société, dans toutes ses composantes, prenne ce thème à bras-le-corps. Il faut, l'école normalement est faite pour apprendre à nos enfants d'avoir l'esprit critique. Mais par rapport aux réseaux sociaux, qui sont quand même des choses très particulières, je crois que dès l'enfance, dès le primaire, il faut commencer déjà à apprendre aux enfants à vérifier. La vérification, comment on vérifie, comment c'est la source, que déjà, ils n'absorbent pas du fait que c'est l'image, c'est vrai. Alors si on leur donne petit à petit cette possibilité d'avoir ce recul, bon, je pense que les choses évolueront, mais ce n'est pas simple du tout. Moi, je suis par exemple, je regarde les réseaux sociaux, je regarde les télévisions et les radios qui sont dans un nombre incalculable, et je suis effarée parce que tout le monde se qualifie journaliste. Or, quand vous les entendez poser des questions, ce ne sont pas des journalistes du tout, du tout, du tout. Et à partir de là, ça peut aller dans tous les sens. Il n'y a pas de... Le spectateur lambda, bon, lui, il va prendre tout. Et je crois que nous avons eu un exemple incroyable avec le Covid, avec tous les fameux complots. Bon, à ce moment-là, si on avait absorbé tout, on ne peut pas savoir entre les Chinois, entre les Américains, entre les laboratoires anonymes, on ne sait pas du tout où est-ce qu'on en est encore. Alors, je veux dire, c'est notre monde, c'est notre société, ça fait partie de nous, mais c'est à nous de pouvoir dominer cela. C'est mon sentiment. Merci, Madame la Ministre. Votre sentiment nous amène à poser justement la question à nos panélistes. Comment allez-vous réussir à dominer ce monde avec votre sentiment, avec la société civile? Comment réussir à cultiver cet esprit critique? Et on va terminer avec cette question. Cultiver cet esprit critique chez vos membres. Je pense que l'intervention de Madame la ministre est très importante. Cela nous engage tous. Il y a la responsabilité de chacun et la responsabilité collective. Et quand elle a bien mentionné, on commence d'abord dans la famille, au niveau des enfants, mais c'est la responsabilité de chacun. Maintenant, en ce qui concerne la responsabilité des acteurs de la société civile, notamment ceux de la Convention de la société civile ivoirienne, c'est de permettre et de continuer son engagement citoyen en termes de sensibilisation sur ce processus-là et avec bien sûr l'appui de l'ANP, de telle sorte qu'on puisse travailler ensemble et relever les défis ensemble et se mettre à la hauteur des enjeux. Il n'y a rien d'impossible et je pense qu'on pourra réussir donc à travailler de telle sorte qu'on puisse permettre aux citoyens d'avoir cette capacité, c'est bien ça, d'avoir cette capacité d'analyse critique et de savoir distinguer le vrai du faux en termes d'information. Je pense. D'accord, au niveau de la jeunesse? Au niveau de la jeunesse, nous savons que, on va dire, ce phénomène va aller grandissant puisque la prolifération des réseaux sociaux, hier c'était que Facebook, aujourd'hui on a TikTok et un magazine américain a récemment diffusé que plus de 20% des vidéos publiées sur TikTok ont des fausses informations. Donc je pense que au niveau de la jeunesse, nous savons qu'au-delà des campagnes de sensibilisation qui sont menées, peut-être qu'il faudra aussi renforcer peut-être derrière l'arsenal juridique. Parce que c'est une question qui se pose aujourd'hui à tout le monde. Au niveau de la France, on a eu la loi qu'on appelait la loi Enforce. C'est vrai que la réflexion est menée à l'échelle européenne pour que désormais, je pense bientôt en 2024, il y aura une loi aussi à ce niveau. En Côte d'Ivoire, je pense, lors des campagnes, le président avait annoncé une loi à ce niveau. Mais peut-être qu'il faudra peut-être renforcer l'arsenal juridique un peu à ce niveau, qui peut diffuser ou qui peut publier. Peut-être tout le monde peut le faire, mais voir ce à quoi on s'expose réellement.
Et puis, nous allons continuer avec nos campagnes de sensibilisation et de formation. Et c'est pourquoi je m'en voudrais de ne pas saluer l'intervention de Madame la ministre et même les arguments qu'elle a donnés. C'est-à-dire peut-être même renforcer la formation dès la base. C'est pourquoi la question de la jeunesse qui est transversale, nous, jeunesse, nous restons en tout cas à l'écoute de toutes les initiatives et avec le ministère de l'Éducation nationale, je pense que c'est une piste explorée. C'est-à-dire voir cette formation depuis la base pour développer davantage l'esprit critique de nos jeunes et peut-être dans les collèges, dans les lycées et même à l'université. Pour que nous ne soyons pas tout de suite à la recherche du sensationnel, mais nous sachions ce à quoi nous exposons en diffusant une fausse information. Parce que très souvent, ce qu'on se dit, c'est que bon, c'est pas grave, on trouve toujours des qualificatifs en Côte d'Ivoire, on peut qualifier des bérets, voilà, on trouve toujours des termes pour essayer d'embellir en réalité ce qui n'est pas bon. Donc voilà, il faudra que juridiquement on puisse montrer aux gens ce à quoi on s'expose et à côté nous allons continuer nos campagnes de sensibilisation. Madame la juriste, oui, j'irai dans le même sens en disant qu'il faut mettre plus l'accent sur l'information, en plus de nos moyens habituels que nous avons déjà, la sensibilisation et les plaidoyers, mais beaucoup d'accent sur la formation, notamment à l'endroit de la jeunesse. Parce qu'on sait qu'en ce qui concerne les réseaux sociaux, les jeunes sont beaucoup plus actifs de nos jours sur les réseaux sociaux. Et Dieu seul sait le type d'informations que nous recevons chaque jour et qui sont publiées. Et c'est vraiment difficile de pouvoir faire ce suivi, même avec nos propres enfants à la maison. Ce n'est pas toujours évident. Donc, il faut vraiment mettre l'accent sur la formation des enfants. Pourquoi ne pas inclure peut-être dans les programmes des curricula qui prennent peut-être en compte ces aspects, puisque c'est des choses qui sont inévitables aujourd'hui. Donc, je pense qu'on pourrait aller dans ce sens-là. Et puis, il y a une question qui a été également relevée par Madame la ministre, qui, moi, me dérange depuis un moment, ce qui concerne les influenceurs. Franchement, cette notion, je ne sais pas, peut-être qu'il va falloir pousser la réflexion pour définir la circonscrire pour savoir à quel moment on peut dire qu'une personne est influenceuse. Parce qu'on sait qu'on peut influencer aussi bien dans le bon sens que dans le mauvais sens. Et ce que nous voyons, honnêtement, ce n'est pas toujours dans le bon sens que ces personnes influencent notre jeunesse. Donc, je pense que des dispositions devaient être prises pour qu'on puisse mieux réglementer ce secteur-là et permettre que n'importe quoi ne puisse pas être donné comme information pour que notre jeunesse soit une jeunesse beaucoup plus formée, beaucoup plus responsable. Merci, Madame Boni. Oui, Agnès voudrait... Oui, Monsieur le Président, permettez juste une information importante, puisqu'on parle de formation, Madame la Ministre. Monsieur le Ministre, justement, a, depuis l'année dernière, mis en branle tout un projet important intitulé En ligne, tous responsables, justement, qui permet donc à des spécialistes des questions liées donc au contenu diffusé en ligne et leurs impacts négatifs de la société, donc mis en branle tout un projet de formation qui parcourt donc le territoire pour former justement à la connaissance des risques que l'on prend justement à diffuser du tout non vérifié, surtout donc sur les réseaux sociaux. Donc, le projet s'appelle donc En ligne, tous responsables. Et nous avons déjà démarré et nous allons donc poursuivre donc par cette caravane donc des sessions de formation pour justement informer et former donc les citoyens ivoiriens. Alors, puisque j'ai le micro, Madame la ministre, permettez, Monsieur le Président, professeur, je vais juste citer, j'aime beaucoup cette pensée de Umberto Eco. Il nous dit ceci, il nous dit, les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des légions d'imbéciles qui avant ne parlaient qu'au bar et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite. Aujourd'hui, ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel sur les grandes de la société. Donc, je voudrais partager cette pensée avec vous. Je la trouve géniale. Merci, c'est une belle conclusion. C'est une très belle conclusion. Merci Agnès, merci Madame la conseillère technique, mesdames et messieurs. S'il vous plaît. Ah, d'accord. Okay. Je prends le micro à la suite de Agnès Crédit. Je suis Madame Akad Deskit, directrice des affaires juridiques au ministère de la Communication. Je voudrais juste rebondir sur les propos du représentant de la jeunesse qui demandait qu'on puisse renforcer le cadre juridique. Il faut dire qu'au niveau de la diffusion des fausses informations, la loi sur la cybercriminalité, elle est intégrale. Elle prend en compte toutes les infractions. On a aussi le code pénal. Et pour parler aussi des activités de Monsieur le ministre, en 2022, la loi sur la cybercriminalité a été modifiée pour prendre en compte désormais un relèvement du quantum des peines
vu que les infractions sur les réseaux sociaux sont récurrentes. Donc, en la matière, beaucoup a été fait. Donc, juste pour vous le dire. Merci bien. Merci. Voilà. Bon, on me fait des signes pour me dire que c'est terminé, mais les doigts se lèvent. Monsieur le maître de cérémonie, est-ce que je peux laisser, est-ce qu'elle peut poser sa question? D'accord, parce qu'il y a un doigt, Madame Diplo lève le doigt pour mettre fin, certainement. On va mettre fin, c'est ça? Bon, très souvent, ça démarre doucement et bon, c'est la passion que tout le monde se réveille. D'accord. Monsieur le Président, je voulais juste ajouter que la loi modificative de 2022 prend en compte également les activistes et les influenceurs. C'est tout ce que j'avais voulu dire. Parce que depuis ce matin, on parle des influenceurs et des activistes. Et il y a madame qui a parlé de cadre juridique. Et donc, j'avais voulu préciser cela aussi parce que c'est très important. La loi définit ce que c'est qu'un influenceur, ce que c'est qu'un activiste, et ils sont bien pris en compte. Merci bien. Merci Madame Diplo, merci à tous les intervenants. Je voudrais remercier également les panélistes avec Madame Debous Boni-Rogacienne, juriste, consultante, vice-présidente adjointe de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Merci Madame. Monsieur Sidibé Moustapha du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, merci beaucoup d'être venu à l'invitation, d'avoir répondu à l'invitation de l'ANP. Et vous, Monsieur Sissi Abderrahman, merci, vous êtes de la Convention de la société civile. Je remarque seulement que nous étions 4 journalistes ici à discuter entre nous. Et là, j'étais un peu emballée parce que quand je pose une question, tout de suite, on me donne la réponse. Voilà. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, Madame Yakri. Intervenant de ce jour. Merci, Madame Yakri, Madame Marie-Laure Yakri. Merci, enseignante, journaliste. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce programme. Juste vous rappeler que le programme Semaine nationale de la presse continue. Demain, nous sommes dans les écoles avec les visites. Nous déplaçons les élèves vers l'unité de production de l'information à Fraternité Matin au groupe SNEPSI. Monsieur Kwasi, je parle sous votre contrôle, n'est-ce pas? L'heure a légèrement changé. De 9h, on passe à 10h. Donc, c'est à 10h, à partir de 10h que Fraternité Matin nous reçoit dans son unité d'imprimerie. Je voudrais dire merci encore une fois à Madame la ministre. Le déjeuner, le petit déjeuner, enfin, le déjeuner, le cocktail est servi dans le hall. Les officiels vont être accompagnés par le service de protocole. Merci encore à toutes et à tous et rentrez bien chez vous. Je voudrais dire encore une fois merci au professeur Hugues Collet pour sa brillante prestation. La photo de famille va se faire ici. Merci encore à toutes et à tous. Nous invitons les officiels, le premier rang, à se mettre juste. Comment remonter? Cissé.